Las Vegas, une petite cité inhospitalière devenue paradis du fric et de la corruption. La ville du péché, comme on l'a surnommée, était dans les années 70 à son apogée. Frank Rosenthal, dit le gaucher, était bien placé pour en parler. C'était lui qui faisait tourner les dés dans la capitale du jeu. Le genre de type qui savait exactement comment manipuler chaque aspect d'un casino sans jamais salir les mains. Avec l'aide de la mafia, il en contrôlait plusieurs, dont le Stardust, son chef-d'œuvre. Un empire bâti sur le jeu, les paris, les pots de vin et les arrangements en coulisses, qui permettaient à Frank et à la pègre de s'en mettre plein les poches. Mais bon, à Vegas, on sait que les cartes finissent toujours par tourner. Et c'est là qu'entre en jeu Tony Spilotro, une longue connaissance du gaucher et caïd de la mafia, envoyé à Vegas par les parrains de Chicago, dans le but de protéger leurs intérêts. Là où Frank contrôlait les casinos, Tony contrôlait la rue. Il faisait régner la terreur et aimait ça. Vol, extorsion, meurtre, Tony était un tueur de sang-froid dans un costume bien taillé. Si quelqu'un faisait des vagues, Tony les faisait disparaître, simplement. Et puis, il y avait Jerry McGee, une superbe catin, belle à couper le souffle. Si belle qu'elle en devenait dangereuse. Frank le savait bien, puisqu'il l'avait épousée. Elle était tout ce qu'il désirait, mais elle était aussi toute sa faiblesse, parce qu'à Vegas, même au sommet, il suffisait d'un faux pas pour que tout s'écroule. Je veux dire, Frank, Tony et la pègre avaient un pari impossible à perdre. Le royaume du jeu et du dollar était à eux, des montagnes de blé à ne plus en voir le bout. Et pourtant, ils ont quand même réussi à tout foutre en l'air. Frank Rosenthal, dit le gaucher, parce qu'il était réellement gaucher et qu'il avait invoqué 37 fois le 5e amendement, même à la question de savoir s'il était gaucher, est né le 12 juin 1929, dans une famille juive, quelques mois avant le krach boursier. Il a grandi dans le West Side de Chicago, dans un quartier miteux où se côtoyaient voyous, bookmakers et flics ripoux. Mon père était grossiste en produits alimentaires, c'était un administrateur. Fort en maths, intelligent, prospère. Ma mère était femme au foyer. J'ai appris à lire avec les bulletins hippiques. Je les épluchais de A à Z, je les lisais en classe. J'étais grand et maigrichon. Adolescent, je faisais déjà plus d'1m80 et j'étais plutôt renfermé. J'étais un solitaire et ma passion, c'était les courses de chevaux. J'ai connu des difficultés à la maison quand j'ai commencé à jouer. Ma mère le savait et elle n'aimait pas ça. Mais j'étais têtu. Je n'écoutais personne. J'adorais éplucher les statistiques, le classement des chevaux, des jockeys, les positions à la corde. Un jour, j'ai séché l'école pour aller au champ de course avec 2 copains. Nous avons assisté à 8 courses et j'ai trouvé 7 gagnants. Mes copains me prenaient pour le messie. Le lendemain, j'ai encore séché les cours et je suis retourné aux courses. J'ai tout perdu. Malheureusement, mes chevilles ont enflé. Je réussissais plutôt bien. Dans le même temps, un match de basket universitaire devait avoir lieu. J'avais des informateurs dans les 2 universités et ils me renseignaient sur chaque équipe. Je sentais bien le coup. J'aimais Northwestern. Quand je dis que je les aimais pas vraiment. Je n'étais pas un supporter ni rien. Je les aimais comme pari. Pour moi, une équipe, c'était un pari. Je l'avais attendu longtemps, ce match. Je l'avais surveillé. J'ai donc parié que Northwestern battrait Michigan. La salle était comble. En entrant, je tombe sur Imi Lass. Ce type connaissait le basket mieux que n'importe qui. Je le salue, c'était 10 minutes avant le coup d'envoi. Je lui dis que j'ai joué Northwestern et je lui demande où il en est. Quoi ? Mais pourquoi mises-tu sur Northwestern ? Tu ne sais donc pas que Johnny Green joue ? Qui ? Johnny Green ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il faut savoir que Johnny Green était un noir dont le transfert n'avait pas été homologué et qui n'avait pas pu jouer toute la saison. Or, son transfert venait justement d'être homologué et je ne l'avais pas appris à temps. Johnny Green va prendre tous les rebonds ! Je reçois le coup de plein fouet. J'observe Green. Exactement comme Lass l'avait prédit, il contrôle tous les ballons sous les paniers. À la mi-temps, j'en avais assez vu. Michigan balaya Northwestern. Lass avait potassé son match, pas moi. La leçon m'a servi. J'ai compris que je n'étais pas aussi fortiche que je le croyais. Je dépendais trop des autres. J'avais donné à mes informateurs un pouvoir de décision que je ne maîtrisais plus. J'ai aussi réalisé que si je voulais gagner ma vie en jouant contre les meilleurs bookmakers, je ne devais plus écouter les autres.
Je devais tout faire moi-même et ne me fier qu'à moi-même. Tony Spilotro, dit La Fourmi, est né le 19 mai 1938 à Chicago, dans un quartier italien à quelques blocs du Gaucher. Il avait été surnommé La Fourmi par les médias après qu'un agent du FBI l'ait publiquement qualifié de petit pisseux. Les médias ne pouvant pas utiliser le terme de pisseux, ils l'ont remplacé par La Fourmi, en raison de sa petite taille. Il ne faisait qu'1,57 m, mais bon, fallait pas le chercher. Frank Culotta, qui fera plus tard partie de son équipe, l'avait connu gamin. Vous savez, Tony et moi, nous étions tous deux petits. Et il était encore plus petit que moi. Je n'avais donc pas peur de lui. Mais il était toujours entouré d'une bande de mecs. Il y en avait bien une quinzaine qui traînaient avec lui. Moi, je n'en avais que 6 avec moi. Du jour où on est devenus amis, Tony et moi, on ne s'est plus quittés. Tony était le type le plus dur que je connaisse. Il était si dur que son frère Victor offrait 5 $ à celui qui lui botterait le cul. Mais dès qu'on voyait qu'il allait se faire battre, on volait dans les plumes de l'autre mec et on le dépouillait. Tony et moi, on chapardait ensemble. On vadrouillait avec des voitures volées. On avait 17-18 ans et on se faisait dans les 25 000 $ par mois chacun. On se débrouillait vraiment bien. On se sentait si fort qu'on a décidé de s'acheter des bagnoles neuves. Je me souviens du jour où j'ai garé ma Cadillac flambant neuve devant notre quartier général. Tony sort de la boîte, reluque la tire et dit « Faut pas acheter des voitures comme ça. Ils vont devenir dingues. » Là, je comprends qu'il parle des types de l'organisation. Je lui montre mon paquet de bifton. « Regarde ce blé, Tony. On a pris des risques pour l'avoir. Et on pourrait pas en profiter. Merde, faut pas déconner. » Je sais, mais les mecs comprennent pas. Ils veulent qu'on continue à rouler en Ford ou en Chevrolet. Pour moi, ça n'avait aucun sens. On prenait des putains de risques et on voulait claquer notre fric comme bon nous semblait. Mais Tony ne voulait pas être un simple braqueur comme nous autres. Il voulait entrer dans le racket. Dans les 2 années qui ont suivi, Tony s'est mis à fréquenter un dénommé Vinny Insero, dit le Saint. Un gars qui était encore plus petit que lui. C'est lui qui a présenté Tony aux gars de l'organisation. Comme Jimmy le Turc Torello, Charles Chucky Nicoletti, Milwaukee Phil Alderisio, William Dadano, Joseph Lombardo et Joseph Ayupa qui allait devenir le grand patron de l'organisation. À mesure que ces types prenaient du poids, Tony ne les quittait plus. Il faisait tout ce qu'ils lui demandaient. Un jour, il me dit « Frankie, un jour je serai le patron de toute l'organisation. » Moi, c'était pas mon truc. J'étais davantage intéressé par l'argent. J'aimais flamber, m'amuser, mais Tony guettait l'occasion de prouver sa valeur. Et ça n'allait pas tarder. On connaissait 2 braqueurs balèzes, Billy McCarthy et Jimmy Miraglia. J'avais un peu bossé avec eux. Ils fréquentaient un bar de l'organisation sur Mannheim Road, où ils aimaient se poivrer. Quand ils étaient refaits, ils se disputaient souvent avec Philly et Ronnie Scalvo. Toujours est-il qu'un soir, Billy McCarthy va se bourrer au bar et se bagarrer encore avec les Scalvo. Et 1 semaine plus tard, c'est au tour de Jimmy Miraglia. Il s'engueule lui aussi avec les Scalvo devant la femme de Philly. Quand je revois McCarthy et Miraglia, ils me racontent qu'ils m'ont buté les Scalvo. Je leur dis qu'ils sont cinglés. Si l'organisation apprend qu'ils ont descendu les Scalvo sans son accord, ils sont morts tous les 2. Le lendemain, je rentre chez moi vers 7h30 du matin. J'écoute la radio et j'apprends que 2 hommes et une femme ont été tués dans Elmwood Park pendant la nuit. D'après le commentateur, c'est un règlement de compte. Et il donne les noms des victimes. Je pige tout de suite la catastrophe. D'abord, McCarthy et Miraglia n'ont pas eu le feu vert. Et en plus, il était hors de question de tuer quelqu'un dans Elmwood Park. Ça fait 2 gaffes, une chacun. J'ai commencé à craindre pour moi parce que tout le monde savait que j'avais des affaires avec ces 2 cinglés. Et ce jour-là, Spilotro me téléphone et il me dit qu'il veut me voir. Il était complètement remonté. J'ai deviné qu'il était en mission pour les caïds. J'ai pigé qu'il était décidé à leur prouver sa fidélité et je voulais pas lui servir de preuve. Comme je craignais des embrouilles, j'avais pris mes précautions. J'avais emporté 2 calibres avec moi, au cas où. Tony m'a affirmé qu'il n'y avait pas de lézard, mais que je devais appeler chez McCarthy et lui demander de me retrouver le soir même. J'étais censé lui raconter que j'avais un coup de tonnerre à lui proposer. J'avais pas envie de téléphoner parce que je savais que McCarthy était dans la mouise. Mais Tony m'avait affirmé qu'il n'y avait rien à craindre. Il voulait juste savoir ce qui s'était passé avec les Scalvo. Il voulait en parler avec McCarthy 1 demi-heure, pas plus. J'appelle chez Billy, c'est sa femme qui décroche.
Elle me salue et elle va chercher Frank. Je lui dis de me rejoindre au Chicken House qui se trouvait dans Melrose Park. Je lui explique que je voulais le mettre sur un coup fumant. Il accepte et tout le temps que je reste au téléphone, Tony ne me quitte pas d'un poil. Il voulait sans doute s'assurer que je préviendrais pas Billy qui serait avec moi dans le Melrose Park. Tony ne m'a pas lâché d'une semelle. Vers 20h30, on a pris ma caisse et on est allé au Chicken House. Mais on s'est arrêté dans un autre restaurant en route. Tony m'a demandé de me garer dans le parking derrière et j'ai vu un gars qui nous attendait dans une Ford bleu foncé. C'était Vinny Insero, le saint en personne. Je me range à côté de sa voiture et Tony descend lui parler. Il discute une bonne minute, puis Tony revient et me demande d'attendre dans la caisse avec le saint. Là-dessus, il monte dans la mienne et il s'arrache. Je reste avec le saint près de 3/4 d'heure. Pendant tout ce temps-là, je garde la main sur un de mes calibres. Tony se pointe 40 minutes plus tard, descend de ma voiture et vient dire au saint qu'il faut aller au Chicken House récupérer la voiture de Billy McCarthy. Il lui dit aussi que tout s'est bien passé. Et dès qu'il démarre, je remonte dans ma voiture et je rentre chez moi. Le lendemain, le téléphone sonne. C'est la femme de Billy. Elle veut savoir si j'ai vu son mari la veille. Je lui dis que non, et je lui demande pourquoi. Elle m'apprend que Billy n'est pas rentré de la nuit, qu'il ne l'a pas appelé, et que ce n'est pas dans ses habitudes. Je lui promets de voir si je peux trouver Billy, mais je commence à me faire du mouron. Je craignais vraiment d'être le prochain sur la liste. 3 nuits après la disparition de Billy, je tombe sur Jimmy Miraglia. Il était avec sa femme. Je le prends à part et je lui demande s'il a vu Billy dernièrement. Il me répond que non. Je lui conseille de quitter la ville au plus vite. Il se marre et il me dit « Pourquoi ? J'ai rien à cacher, j'ai pas de raison de m'enfuir. » Le surlendemain, Jimmy Miraglia disparaît à son tour. 11 jours plus tard, on a retrouvé les 2 corps dans le coffre de la voiture de Jimmy. Une semaine après la découverte des cadavres, Tony m'a appelé. Il était très excité. Il m'a expliqué comment il avait alpagué Billy McCarthy au Chicken House le soir où j'attendais dans la voiture avec le saint. Il avait garé ma caisse en face du restaurant pour que, en arrivant, Billy croie que je l'attendais. Au lieu de quoi, il est tombé sur Tony. Il lui demande où j'étais, et Tony lui répond qu'il m'attendait aussi et qu'il avait repéré ma voiture. Ils poireautent un moment, puis, quand ils en ont marre, ils sortent du restaurant ensemble. À peine ils mettent un pied dehors que Billy remarque Chucky Nicoletti en compagnie de Milwaukee Phil. À ce moment-là, Billy a dû piger qu'il était cuit. Chucky et Phil étaient connus. Ils avaient entre 15 et 20 ans de plus que Tony. Quand il coinçait un gus, le mec était foutu. Comme ils savaient que Billy était armé, ils lui ont tout de suite confisqué son calibre. Ensuite, ils l'ont plaqué sur le plancher et ils ont démarré. C'est à ce moment-là que Tony est revenu me rendre ma voiture. Il est monté dans celle du saint et ils sont partis. Tony m'a raconté que le saint l'avait ensuite déposé dans un entrepôt où ils avaient ficelé Billy et qu'ils avaient été bazarder sa caisse après. Tony m'a dit qu'ils n'avaient pas dessoudé Billy tout de suite parce qu'ils ignoraient encore qui était avec lui quand l'escalveau avait été refroidi. Ils ont été obligés de le torturer longtemps avant qu'il crache le morceau. Ils l'ont tabassé et roué de coups. Ils lui ont transpercé les joyeuses avec un pic à glace. Mais Billy refusait de balancer son pote. Tony m'a affirmé qu'il n'avait jamais vu un type aussi dur que lui. Finalement, Tony a traîné Billy vers un établi et il lui a fourré la tête dans un étau qu'il a serré. Tony a serré si fort que les os de Billy ont craqué et un œil a giclé de son orbite. C'est à ce moment-là que Billy a donné le nom de Jimmy Miraglia. Quand il m'a raconté ça, Tony avait vraiment l'air fier de lui. Ça devait être la première fois qu'il tuait quelqu'un. Il avait enfin prouvé sa valeur. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris les choses. C'était comme s'il avait gagné la reconnaissance de l'organisation en participant à un règlement de compte. Chucky Nicoletti l'avait vachement impressionné, je m'en souviens. Putain, ce type est froid comme un glaçon. Tu te rends compte quand l'œil de Billy a giclé, il bouffait tranquillement des pâtes en regardant le spectacle. Frank Rosenthal et Tony Spilotro avaient vécu leur jeunesse dans le même quartier. En fait, les 2 hommes s'étaient connus pendant leur enfance, où leur amitié s'était créée. Frank Rosenthal, comme Tony Spilotro, travaillait alors pour l'Outfit de Chicago, ou l'organisation si vous préférez. Ouais, car pendant que Spilotro et Culotta s'affairaient dans la branche violente de l'organisation, Frank Rosenthal fournissait au parrain son expertise en matière de pronostic et de handicap.
L'art de fixer les cotes et de prédire l'issue des matchs en équilibrant les paris pour garantir un profit aux bookmakers. Le gaucher avait en effet réussi entre-temps à diriger le plus grand bureau de paris illégaux des États-Unis pour le compte de la mafia. C'est ainsi que le gaucher et Tony se sont retrouvés à avoir plus ou moins les mêmes patrons. Fiore Buccieri, un membre éminent de l'organisation, est d'ailleurs l'un de ceux qui profitera le plus des talents précoces du gaucher en matière de paris et de handicap. Mais il n'y avait pas que Buccieri qui profitait du gaucher pour s'enrichir. Les caïds Jimmy Le Turc Torello et Joseph Ayupa ne s'en privaient pas non plus. Les amitiés que Frank Rosenthal entretenait avec les cerveaux de la pègre lui ont donc permis d'atteindre rapidement les échelons supérieurs, ce qui n'était pas courant. Mais il était juif et ne pouvait donc pas prétendre à faire partie de l'organisation. Selon les fédéraux, le gaucher avait acquis cette position unique en son genre grâce au fait qu'il rapportait beaucoup d'argent à la mafia. Comme le rapporte Bill Romer, ancien agent du FBI. Le gaucher obtenait tous les renseignements qu'il voulait sur les chevaux dopés, les compétitions truquées, les arbitres corrompus, les arnaques les plus invraisemblables, et il savait toujours exactement avec qui partager ce type d'informations. Un peu plus tard, les grands patrons ont commencé à l'utiliser lorsqu'ils se sont aperçus qu'avec les courses, ils gagnaient moins d'argent que par le passé. À l'époque, on savait très bien que les grands trafiquants faisaient souvent appel au gaucher lorsqu'il y avait des problèmes dans ce type d'opération. Il était devenu une sorte de conseiller. Le gaucher ne faisait peut-être pas partie de la machine criminelle proprement dite, mais il n'en était jamais bien éloigné. Au début des années 60, Tony Spilotro, lui, menait la vie d'un caïd. Tout l'argent qu'il gagnait, il le remettait en circulation. Il touchait $100 par semaine pour chaque millier de dollars qu'il prêtait. Des équipes de casseurs travaillaient pour lui dans toute la ville, des gars comme Frank Culotta, et il lui versait entre 10 et 20% de leur butin. En fait, Tony était dans la principale activité de la mafia, la criminalité franchisée. Et bien sûr, il devait lui-même reverser un pourcentage aux capots et aux lieutenants qui étaient au-dessus de lui, des gars comme Joe Lombardo et Milwaukee Phil. Mais Tony était aussi un voleur de haute volée. Il connaissait les meilleurs braqueurs, les meilleurs guetteurs et les meilleurs receleurs. Il pouvait réunir une équipe et nettoyer un appartement ou une banque. Il travaillait surtout dans les bijoux. Tony savait tout sur les pierres. Il aurait très bien pu être joaillier d'ailleurs. Cela faisait 5 ans que je travaillais pour Tony quand j'ai enfin rencontré le gaucher. J'étais dans la branche casse et braquage. Le gaucher était dans la branche du jeu. Un après-midi, je reçois un coup de fil de Tony qui me demande de passer à son appartement. Il avait besoin de moi, mais il m'explique pas pourquoi. Quand je suis arrivé, Tony jouait au gin rummy, avec un grand maigrichon, blanc comme un lavabo. C'était le gaucher. Je suis resté derrière Tony et je l'ai regardé jouer quelques parties, mais j'ai pas moufté. Mais je voyais bien que Tony était en train de lessiver le type. Il faut savoir que Tony était très très fort au gin. Il perdait jamais, même contre un joueur pro. Au bout d'un moment, le gaucher se lève et jette ses cartes, dégoûté. Le gaucher a laissé près de $8000 dans l'affaire. Il dit à Tony qu'il n'a pas de liquide sur lui, mais qu'il le paiera plus tard. Le gaucher était un type bizarre. On savait jamais ce qu'il pensait. Tony adorait sa compagnie parce que même à l'époque, c'était déjà le meilleur handicapeur de tout le pays. Souvent, on traînait ensemble le vendredi soir avant de rédiger nos paris. Tony demandait au gaucher « Et le Kansas ?» Et le gaucher se contentait de répondre « J'ai pas d'opinion. » Et Rogers contre Holy Cross ? J'ai pas d'opinion. Tony prenait alors la liste de tous les matchs universitaires avec les cotes, une liste longue comme le bras, et il annonçait les matchs les uns après les autres. Mais le gaucher restait de marbre, accoudé au comptoir à boire son eau minérale. Il regardait distraitement une rediffusion d'un combat de boxe à la télé et répondait invariablement « J'ai pas d'opinion. » Au bout du compte, Tony explosait. Il empoignait la liste et la fourrait dans les pattes du gaucher. « Tiens, vas-y, choisis toi-même !» Sans pratiquement quitter la télé des yeux, le gaucher prenait la liste, griffonnait 2 coups de crayon et la rendait à Tony. Tony examinait la liste. Le gaucher avait toujours l'œil rivé sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il y a là une centaine de matchs. Il y a tous les matchs de basket universitaire du week-end et tu n'en relèves que 2 !» Dans le bar, tout le monde se taisait. Personne n'avait envie d'être pris entre ces deux-là. Le gaucher se tournait vers Tony, le toisait comme s'il avait affaire à un môme et disait « C'est parce qu'il n'y a que 2 jeux sûrs. »
Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu penses d'Oklahoma contre Oklahoma State? Et Indiana contre Washington State? Hein? Merde! Regarde le nombre de matchs! Tony, je t'ai donné les 2 seuls jeux de cette liste, oublie les autres. Là, Tony se levait et agitait la liste devant le nez du gaucher. 2 foutus jeux sur une centaine? C'est comme ça que tu paries? Le gaucher reluquait Tony comme si c'était un vulgaire insecte. J'imagine que tu as envie de gagner. Bien sûr que j'ai envie de gagner, mais je veux aussi m'amuser. Putain! Tu devrais te détendre un peu. Tu veux miser combien? 2 ou 3 000, je sais pas. Et toi, t'as parié combien? Oh, j'ai misé plus que ça. Plus que ça? Merde, t'as parié que sur 2 matchs. Combien t'as parié? Vaut mieux pas que tu le saches. Je veux le savoir. Tu me couvres si je perds? Allez, dis-le-moi, je veux savoir. Le gaucher s'approchait de Tony et le lui disait à l'oreille. J'étais juste à côté, je lisais sur ses lèvres. On a misé 50 000 chacun. Plus tard, Tony jouera 50 ou 60 000 $ sur un match de foot ou de basket, mais il n'en était pas encore là. On avait à peine plus de 20 ans. Le gaucher avait atteint la trentaine. Il jouait pour lui et pour des types très importants, des gars de l'organisation. On les connaissait tous de nom. Oh, excuse-moi. Et il reprenait la liste qu'il se mettait à éplucher. Au moment où le gaucher se rebranchait sur la télé, Tony lui demandait « Mais qu'est-ce que tu penses de West Virginia? Ils ont un jeune africain de 2,20 m. Merde, ils peuvent pas perdre. » En 1961, Frank Rosenthal a 31 ans et décide de déménager dans le sud du pays, direction Miami. J'avais décidé de voler de mes propres ailes. J'en avais assez de gagner de l'argent pour les autres. Le moment était venu de jouer pour mon propre compte. À cette époque, le gaucher avait acquis une réputation nationale en tant que parieur sportif, pronostiqueur et handicapeur. Et même s'il était à présent loin des parrains de Chicago à Miami, il continuait à être vu avec certains d'entre eux, dont Jackie Cerrone, Torello le Turc, Milwaukee Phil et Fiore Buccieri. Il les côtoyait tous à Miami, comme Tony Spilotro d'ailleurs. Tony et moi, on a grandi ensemble. Je le connaissais avant qu'il soit né, comme je dis toujours. Nous fréquentions les mêmes coins à Chicago. Mais notre amitié s'est vraiment confirmée à Miami. Il y descendait 3 fois par an et j'étais toujours la première personne qu'il venait voir. La véritable passion de Tony, en fait, c'était le jeu. À l'époque, il croyait qu'il était incapable de miser quoi que ce soit sans moi. Il était persuadé qu'il courait à la catastrophe s'il jouait sans avoir mon opinion. Il m'appelait tout le temps. Il ne me lâchait pas tant qu'il n'avait pas mon avis sur la question. Tony, avec le jeu, c'était comme un camé avec la drogue. Un soir, nous dînions dans un restaurant italien avec 6 ou 7 personnes, tous des voyous. Il y avait Tony, ses hommes et moi. À la table voisine, une brochette de vrai dur. Pour une raison que j'ignore, l'un d'eux m'avait dans le pif. Il aimait pas Frank Rosenthal, allez savoir pourquoi. Il se met à m'insulter. 5 minutes passent, Tony déclare qu'il doit aller pisser. En passant, il embarque le type avec lui, mais avant qu'il n'arrive aux toilettes, le savon qu'il lui a passé, il l'a traité de tous les noms. Espèce de trou du cul! Si j'apprends que tu regardes mon copain de travers une seule fois, je t'arrache les yeux! Tu sais donc pas qui il est? Hein? Tu ne sais pas comment je m'appelle? Tu vas aller t'excuser, petit con! Et plus vite que ça! Le mec s'exécute. Il me dit « Excusez-moi, j'ai trop bu. Je pensais pas ce que je vous ai dit. Vous m'en voulez pas ?» Je lui réponds que je comprends et que l'affaire est classée. Mais 1961 est également l'année où Robert Kennedy, le nouveau procureur général des États-Unis, a commencé à enquêter sur les liens entre la mafia, les jeux clandestins et le syndicat des routiers. Et Frank Rosenthal n'allait pas y échapper, puisque le FBI l'avait en ligne de mire. C'est ainsi qu'à cette époque, le gaucher comparait à la commission McClellan sur le jeu et le crime organisé. Ses liens avec l'outfit de Chicago étant de notoriété publique. « Votre surnom est bien le gaucher ?» Avec tout le respect que je vous dois, je refuse de répondre à cette question, car j'estime que ma réponse risque de se retourner contre moi. Êtes-vous gaucher ?
Avec tout le respect que je vous dois, je refuse de répondre à cette question, car j'estime que ma réponse risque de se retourner contre moi. Reconnaissez-vous être joueur professionnel et couvreur de paris ? Avec tout le respect que je vous dois, je refuse de répondre à cette question, car j'estime que ma réponse risque de se retourner contre moi. Connaissez-vous Fiore Buccieri, dit Fifi ? Avec tout le respect que je vous dois, je refuse de répondre à cette question, car j'estime que ma réponse risque de se retourner contre moi. 37 fois, c'est le nombre auquel le gaucher invoquera le 5e amendement ce jour-là, évitant ainsi d'être inculpé pour les accusations portées contre lui. Avec le FBI qui lui colle désormais aux fesses, Frank Rosenthal se dit alors que le mieux est de déménager à nouveau pour échapper à l'attention des autorités. C'est ainsi qu'en 1968, il part pour Las Vegas. Une ville assurément plus faite pour ses ambitions et son expertise du jeu. Au début, à Las Vegas, Frank Rosenthal mène une vie d'indépendant et ouvre une petite boîte de paris. Une activité peu stable, surtout à Vegas, la seule ville au monde où celui qui désirait s'installer durablement ne pouvait travailler que dans un casino. Le gaucher emménage alors dans un hôtel, le Tropicana. Hôtel où une certaine Jerry McGee travaillait comme danseuse. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jerry. Elle était danseuse au Tropicana. Je n'avais jamais connu de fille aussi belle. Elle avait un charme fou. Elle pouvait aller n'importe où. Tout le monde se retournait sur son passage. Elle était à couper le souffle. Quand je l'ai connue, elle faisait aussi dans l'escamotage de jetons, en professionnel. Elle sortait avec des types et elle se faisait dans les 300 000 $ par an. Un soir, je suis allé aux Dunes la voir bosser. Quand j'ai débarqué, ça chauffait un max. Elle faisait passe après passe au tapis et le type avec qui elle était empilait les jetons. Elle avait fait gagner une petite fortune à son bonhomme. Évidemment, à chaque coup gagnant, j'avais bien vu qu'elle écartait un petit jeton noir de 100 $ de la pile et qu'elle le glissait dans son sac. Quand le type a voulu changer ses jetons, Jerry lui a demandé « Où est ma part ?» Le type a louché vers son sac et lui a dit « Ta part ? Je crois qu'elle est déjà là-dedans. » L'usage, quand une fille lance les dés pour vous et vous fait empocher autant de fric, c'est de lui donner 5, 6, 7 000 $. Je veux ma part ! Le type s'empare de son sac et il va pour le vider devant tout le monde. Mais avant qu'il en ait eu le temps, Jerry a ramassé son paquet de jetons et les a lancés en l'air. C'est de la folie. Il pleut des jetons, des noirs de 100, des verts de 25. Il en pleut sur la tête des clients. Ils rebondissent sur les tables, ils s'éparpillent par terre. Le gars avec qui Jerry était se met à brailler et il essaye de récupérer tout ce qu'il peut. Moi, je n'arrive pas à quitter Jerry des yeux. Elle trône au milieu de ce bordel comme une statue grecque. Elle et moi, on est les deux seuls de tout le casino à ne pas être à quatre pattes au milieu des jetons. On se regarde. Ça t'a plu, hein ? Qu'elle me fait. Et elle sort, digne comme une reine. C'est là que j'ai compris que j'étais amoureux. Quand le gaucher l'a rencontrée pour la première fois, Jerry vivait déjà à Vegas depuis 8 ans. Elle était propriétaire d'une maison et élevait une fille de 11 ans, Robin Marmor. Elle l'avait eue avec Lenny Marmor, un type qu'elle avait rencontré au lycée. Jerry aimait l'argent. Les nuits où elle ne ramenait pas d'argent étaient pour elle des nuits foutues. Au début, elle me traitait comme un cave, comme un de ses michetons. J'ai dû lui offrir une broche en diamant de 2 carats pour qu'elle accepte de sortir avec moi. Elle avait des clients dans tout le pays. Ils l'appelaient quand ils venaient à Vegas. C'était un peu comme des amis. Elle buvait avec certains, elle jouait avec d'autres. Il y avait ceux avec qui elle sortait et ceux avec qui elle faisait la totale. Tout dépendait de ce qu'elle y gagnait. Si elle ne pensait pas vous revoir ni gagner du blé, c'était même pas la peine d'essayer. À cette époque, Jerry travaillait tout le temps. Elle avait une famille à charge. Elle avait aussi son ex, Lenny Marmor, le père de sa fille. Elle l'entretenait, surtout depuis qu'il avait été arrêté pour proxénétisme à Los Angeles. Le 1er mai 1969, Frank Rosenthal et Jerry McGee décident alors de se marier. Les choses étaient claires. Je savais que Jerry ne m'aimait pas, mais j'étais tellement mordu que j'ai cru qu'on pourrait bâtir un foyer et qu'on s'entendrait bien. Pour la rassurer, j'ai accepté de placer de l'argent pour elle. Elle voulait $1 million et l'exigeait en bijoux. J'ai cédé. Nous avons déposé les bijoux dans un coffre à la banque
et après notre mariage, Jerry aimait y aller juste pour regarder les pierres. Mais je n'étais pas dupe, elle m'a épousé pour ce que je représentais. La sécurité, la force, mes relations. Un bon père, peut-être. Or, elle prenait de l'âge. Elle ne voulait plus vivre d'embrouille, traîner avec les flambeurs, écarter quelques jetons au passage. Elle avait envie de respectabilité. Elle en avait marre de son job au Tropicana. Quand j'ai commencé à sortir avec elle, certains de mes amis m'ont mis en garde. Elle va te lessiver, tu sais pas d'où elle sort. On me prenait pour un cave, et c'était vrai. Ses amis voulaient mon bien, j'en suis sûr. Ils me voyaient avec elle tout le temps, ils essayaient de me prévenir. Mais j'étais trop mordu. Certains d'entre eux la connaissaient depuis plusieurs années, moi depuis quelques mois seulement. Mais je me croyais plus malin qu'eux. J'étais le handicapeur, j'étais ci, j'étais ça. Et je pensais changer Jerry. Je me foutais qu'elle boive. J'étais sûr d'arrêter ça en un jour. Je ne connaissais rien à l'alcoolisme. Comment aurais-je pu? Je ne buvais jamais. Je ne connaissais que le handicap, toujours le handicap, rien que le handicap. Pendant le mariage, elle est allée téléphoner dans une cabine publique. Quand je l'ai rejointe pour m'assurer qu'elle allait bien, je l'ai entendue parler à Lenny Marmor. Elle lui disait qu'elle venait d'épouser Frank Rosenthal. Et elle pleurait. Excuse-moi, Lenny, c'est toi que j'aime. Mais c'était ce que j'avais de mieux à faire. Elle faisait ses adieux à l'amour de sa vie. Quand elle a raccroché, elle m'a vu. Elle m'a expliqué que c'était un truc qu'elle devait faire. Je lui ai dit que je comprenais, mais que le passé était le passé. Nous étions mariés à présent. Les choses allaient changer. Je lui ai pris son verre des mains et nous sommes retournés au banquet. En 1971, ça devenait chaud au point que Jerry m'a demandé de laisser tomber les paris et de me trouver un travail fixe. Elle voulait que je mène une existence respectable pour notre famille et pour Steven, le fils que nous avons eu ensemble. Emploie la même énergie que tu dépenses chaque semaine à tes paris, mais réserve-la pour le casino. J'ai accepté. J'ai donc posé ma candidature pour différents boulots et grâce à des amis du Stardust, j'ai dégoté un job de chef de partie. Le Stardust, construit en 1959, avait toujours été contrôlé par la mafia de Chicago. À l'époque, c'était la tour la plus haute du boulevard et son enseigne la plus grande de Vegas. Je n'aurais jamais eu l'idée de travailler dans un casino si ma femme ne m'y avait pas poussé. Mais j'ai tout de suite été intrigué. Je n'avais jamais vu un boulot où les gens étaient si pressés de se débarrasser de leur blé. J'avais des centaines de questions, mais aucune réponse. Les anciens ne voulaient rien me dire. Tout semblait secret. Il a donc fallu que j'apprenne tout seul. Mon boulot consistait à rester près des tables, mais les soirs d'affluence, je passais derrière les croupiers pour voir s'ils ne levaient pas leurs cartes trop haut. J'ai découvert une pratique classique. Un tricheur s'assied derrière un croupier assez novice pour dévoiler sa carte et le signale à son compère qui joue à la table. Un soir, je reçois un appel de mon directeur de casino qui m'apprend qu'il se faisait plumer par un type. Le gars avait investi une table de blackjack à $100 et il avait déjà une pile de jetons d'environ $80 000 devant lui. J'arrive sur place et je demande au directeur s'il le connaît. Personne ne savait qui il était. Quand on tombe sur un joueur pareil, le directeur des jeux lui offre aussitôt une chambre gratuite, des boissons gratuites, plein de trucs gratuits. Il faut le traiter comme un roi. C'est lui la vedette de la salle et il faut lui passer de la pommade. Premièrement, pour qu'il revienne le lendemain et perde tout ce qu'il a gagné la veille. Deuxièmement, pour laisser le temps aux inspecteurs de trouver d'où sort cet enfant de fumier et de découvrir s'il triche ou non. Vous pouvez être sûr d'une chose, si un tordu débarque dans son casino et gagne $80 000, aucun directeur n'imaginera qu'il a réussi ce tour de force sans tricher. Je savais qu'il arnaquait, le directeur le savait, tout le monde le savait, mais nous ignorions sa combine. Je donne aussitôt des ordres pour qu'on la joue fine, mais je voulais pas que des inspecteurs l'encadrent de trop près, ni que le chef de partie reste derrière le dos du croupier à surveiller le type du coin de l'œil. Je contourne la table et je constate que notre croupier est un novice. Il cache pas assez ses cartes. Il lève sa retourne juste un poil de trop. C'est exactement le genre de croupier que les arnaqueurs recherchent. Il parcourt les allées à l'affût des novices, comme des lions qui traquent des antilopes. Je remonte en haut avec le directeur pour surveiller la table à la caméra, et on repère un type derrière le croupier qui lit la retourne et signale la carte à son comparse. Je remarque alors que le complice utilise un appareil électronique caché dans sa poche. Je téléphone aussitôt pour que les inspecteurs entourent la table. Un des inspecteurs en civil se glisse à côté du tricheur et pendant qu'on distrait la foule, le premier braque un pistolet immobilisant sur sa poitrine. On s'empare du type en hurlant « Crise cardiaque! Crise cardiaque !» On le traîne dans la salle de contrôle par l'arrière.
Dans la salle de contrôle, on déshabille le mec et on trouve l'appareil avec lequel il recevait ses renseignements. Ça me suffit. Je lui demande s'il est gaucher ou droitier. Il me dit qu'il est droitier. 2 vigiles empoignent sa main droite et la maintiennent contre le rebord de la table pendant qu'un troisième la démolit avec un marteau en caoutchouc. Je dis au fumier « Voilà, t'es gaucher maintenant ». Ensuite, on amène son complice et on lui dit qu'il aura droit au même traitement à moins qu'ils ne foutent le camp tous les deux et qu'ils préviennent leurs copains. Ils nous remercient, s'excusent et promettent d'avertir leurs potes. On les a pris en photo, on a noté leurs noms et on les a laissés filer. Ils ne sont plus jamais revenus. Au Stardust, Frank Rosenthal gravit les échelons rapidement, ce qui n'est pas commun pour un nouveau venu. George Hartman, ancien croupier au Stardust, se rappelle. Le gaucher n'avait pas le profil du croupier débutant. Il connaissait toutes les huiles de l'endroit. Il a débuté comme chef de partie. En 1 semaine, tout le monde le traitait déjà comme s'il était le patron, alors que son poste ne justifiait pas cette déférence. Mais les gens s'étaient passé le mot. Nous savions que Chicago dirigeait le Stardust. Comme le gaucher était de Chicago, il était clair qu'il avait des relations dans le milieu, mais qui aurait posé des questions ? À cette époque, le problème des casinos venait du fait que personne ne savait à qui ils appartenaient vraiment. La position et le pouvoir de Frank Rosenthal devenaient d'ailleurs si impressionnants qu'en l'espace de 2 mois, les agents du comité de surveillance des jeux ont commencé à se demander si Rosenthal ne devrait pas déposer une demande de licence. Au début de l'année 1971, pendant que le gaucher essayait de se faire une place à Vegas, Tony Spilotro était encore à Chicago. Frank Culotta, devenu son bras droit, raconte « Après la punition de Billy McCarthy et de Jimmy Miraglia, Tony a grimpé rapidement. Il a d'abord bossé comme collecteur pour Sam DeStefano le dingue. Après, Tony a eu 6 ou 7 types qui faisaient le bouc pour lui dans divers tripots. Et il prêtait de l'argent à un taux d'usure. » À cette époque, la presse locale parlait alors tous les jours de Spilotro. Lui qui s'était porté caution pour les truands de l'organisation incarcérée, prenait la pose pour les photographes en sortant des audiences de la commission contre la criminalité. Tony ne pouvait pas faire un pas dans la rue sans être suivi. Il était sur la sellette. Pas mal de gars de son équipe, moi y compris, allaient aller en prison. Et il était sûr de nous y rejoindre s'il ne quittait pas la ville. À ma soirée d'adieu, Tony m'a confié qu'il allait partir en vacances avec Nancy et son gosse. Il m'a dit qu'il risquait d'émigrer à Las Vegas et il m'a proposé de le rejoindre à ma sortie. J'ai mis ça dans un coin de ma tête, mais je suis parti hiberner pour 6 ans. C'est ainsi qu'au printemps 1971, au même moment où le gaucher envisageait de travailler au Stardust, Tony Spilotro arrive à Vegas avec sa femme et son fils. Tony est d'abord venu à Las Vegas avec Nancy pour un court séjour. C'était juste avant qu'il ne décide de s'y installer. Il m'a dit « Allons faire un tour !» Nous avons roulé dans le désert en discutant de la situation à Chicago. Tony m'a dit que ça chauffait pour lui là-bas, et il m'a demandé si ça ne me posait pas de problème qu'il emménage à Vegas. Je l'ai alors prévenu que les choses n'étaient pas comme à Chicago. Je lui ai dit que la police locale avait la réputation d'être impitoyable, que les types qui se faisaient arrêter se retrouvaient souvent enterrés dans le désert, sans jugement préalable. Tony n'a pas moufté. J'avais appris par mes contacts à Chicago qu'il n'avait pas obtenu le feu vert pour faire quoi que ce soit à Las Vegas. Il n'était pas mandaté pour racketter quiconque, ni pour se lancer dans l'usure, ni rien. Quand il s'est installé et qu'il a racketté les Macs, les dealers et tous les usuriers de la ville, il l'a fait de son propre chef. Tony était malin. Il a soupesé la réaction des caïds de Chicago. Il savait jusqu'où aller. Joey Aiuppa, le patron de l'époque, était du genre « fais ce que tu veux tant que tu ne fais pas de vagues ». Aiuppa se foutait pas mal de Tony. C'était le cadet de ses soucis. Tony a donc pigé que s'il descendait à Las Vegas, il pourrait agir à sa guise. En rentrant à la maison après la promenade, j'ai tout de suite vu que Nancy et Jerry avaient picolé. Elles étaient toutes les deux déchirées. Tony a fait son cinéma. Il a commencé à hurler après Nancy, du genre « Tu déconnes ou quoi? Tu me fais honte. Frank va pas vouloir qu'on s'incruste si tu te conduis comme ça. » Il cherchait à me bourrer le mou, à me faire croire que tout se passerait bien, qu'il se conduirait en gens civilisés. Tu parles. 2 semaines après leur installation définitive, le FBI était déjà sur les dents et ça a commencé à chauffer. Les fédéraux nous ont placés sous haute surveillance, lui et moi. Tony n'était pas à Las Vegas depuis 3 jours que le shérif Ralph Lamb me prend à part. « Dis à ton pote que je veux qu'il foute le camp dans la semaine. » Du coup, j'essaye de défendre Tony.
Écoute Ralph, j'ai pas de prise sur lui, mais t'inquiète pas, il fera pas de conneries. Laisse-lui sa chance. Peine perdue. Il voulait que Tony foute le camp. Point. J'ai passé le message à Tony, mais son anniversaire ou je sais pas quoi approchait. Et au lieu de quitter la ville avant la fin de la semaine, il a fait venir ses 5 frères. C'était des gars sérieux, mais le shérif les a ramassés à leur arrivée et les a mis au Newf pendant quelques heures. Il a laissé Tony moisir toute la nuit dans la cellule des poivreaux. Un trou humide où on vous arrose sans arrêt, sous prétexte que les autres tolards ont des poux. Quand Spilotro en est sorti, il était comme fou. Il hurlait. « Je vais buter ce fumier !» Mais il s'est calmé. En fait, il était dans son droit en restant en ville. Il y a alors eu une trêve, même si le shérif Lamb ne pouvait pas le sentir. C'était d'ailleurs réciproque. Je crois pas que Tony avait prévu la suite quand il a immigré à Las Vegas. Il avait pas de plan préétabli. Non, les choses ont suivi leur cours. Et surtout, Chicago l'a laissé conduire ses affaires sans intervenir. Ainsi, Tony n'était pas à Las Vegas depuis 2 semaines que les fédéraux l'avaient déjà mis sur écoute. William Keaton, sergent de police de la ville, se souvient. « Nous l'arrêtions tous les 3 mois pour un prétexte quelconque, et nous lui faisions part d'une plainte déposée contre lui. Il rouspétait, jurait que c'était un piège, que des gens lui voulaient du mal, et on le relâchait. Tony adorait la publicité. Il était versatile, prétentieux, mais il savait aussi séduire quand il le fallait. La commission de Chicago contre la criminalité nous avait envoyé la photo d'un type à qui Tony avait, paraît-il, serré la tête dans un étau. Pour me rappeler la cruauté de l'homme, je regardais de temps en temps la photo. La tête du malheureux était tellement aplatie qu'elle devait faire 12 cm de large. En septembre 1972, nous l'avons arrêté pour un homicide à Chicago, qui remontait à 1963. Nous l'avons gardé en détention en attendant de l'extrader à Chicago. D'habitude, dans une affaire d'homicide, il n'y a pas de libération sous caution. Tony ne devait pas vouloir passer une seule nuit en prison. Avant qu'on ait eu le temps de dire ouf, Rosenthal se pointait à l'audience et réussissait à le faire sortir sous caution. La part du gaucher, c'était pas très malin, mais j'imagine qu'il n'avait pas eu le choix. Tony n'était pas à Las Vegas depuis 1 an qu'il me téléphone de prison. Il faut que tu me rendes un service, Frank. J'ai besoin d'un témoin de moralité pour une caution. L'affaire était liée à un règlement de compte à Chicago qui remontait à 1963. Ma merde, Tony, je travaille dans un casino, j'ai fait une demande de licence. J'essaie de lui faire comprendre que je me grillerais si je témoignais pour lui dans une affaire de règlement de compte. La commission de contrôle des jeux sauterait sur l'occasion pour me refuser la licence. J'ai vraiment besoin de toi, Frank. Fais quelque chose, merde! Bon, je me suis pointé à l'audience. Je me suis porté garant pour Tony et je l'ai fait sortir avec une caution de $10 000. Tony m'a juré qu'il n'était pour rien dans le meurtre. Il était très convaincant. Le lendemain, j'ai épluché tous les journaux pour voir si mon nom était cité à propos de l'affaire. Par chance, on ne parlait pas de moi. Avant que Tony ne vienne à Vegas, la ville était relativement tranquille. La capitale du jeu était alors une ville ouverte pour les mafiosi du pays. Personne n'avait besoin de demander la permission pour écumer la ville, et Tony ne s'est évidemment pas privé, comme l'explique Bud Hall Jr., ancien agent du FBI. Tony a changé la manière dont les truands opéraient à Las Vegas. Il a pris les choses en main. Il a commencé par faire venir des hommes à lui et à taxer les boucs, les usuriers, les dealers, les macros. Quelques-uns ont tenté de résister, comme Jerry Delman, un bookmaker, mais il est mort d'une balle dans la tête au cours d'un casse dans son garage. Personne n'a cherché à cacher son cadavre. Le message était clair. Un vrai truand venait de débarquer en ville. Après avoir purgé 5 ans pour attaque à main armée, Frank Culotta sort de prison. J'étais encore en conditionnel et je pouvais pas quitter Chicago. Mais Tony m'a dit de venir dans le Nevada dès que ça serait réglé. Et quand je suis arrivé à Las Vegas, Tony dirigeait la ville. Tout le monde raquait. Il avait des gus chez le shérif, d'autres au tribunal qui lui remettaient les minutes des audiences du grand jury, et d'autres encore à la compagnie du téléphone pour l'avertir des écoutes. Il avait la ville à ses pieds. Tony connaissait mes qualités de voleur. Il était sûr qu'on gagnerait plein de fric. Il avait toujours besoin de blé. L'argent lui filait entre les doigts. Il pariait sur tous les matchs et sortait sans arrêt. Et c'était toujours lui qui régalait. Un jour, il me dit « Monte une équipe. Fais ce que tu voudras avec les autres tocards. T'as mon feu vert. Tant que tu me donnes ma part, ta carte blanche. » J'ai alors fait venir Wayne Mateki, Larry Newman et Ernie Davino. T'es dingue dans ce genre-là. Et on a commencé à cogner sur tout le monde.
Les boucs, les usuriers, les trafiquants de cam, les macs. Merde, on les a tous bastonnés. On leur a foutu la trouille, on a crevé leur putain de chien de garde. Qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Tony nous couvrait. En fait, c'était souvent lui qui nous disait qui rackettait. Quand on les avait bien lessivés, ils couraient chez Tony lui demander sa protection. Ils n'ont jamais soupçonné que c'était lui qui nous avait envoyé les mettre à l'amende. On avait tellement cassé le baraque que les journaux nous avaient surnommé le gang des passe-murailles. Les flics n'ont jamais su qui on était. Avec le recul, je trouve que c'était débile. À Las Vegas, alors qu'il y a 1000 moyens de gagner sa croûte illégalement, Tony nous faisait faire des casses et des braquages. C'était débile. Tony Spilotro possédait une bijouterie à Las Vegas, la rue est vers l'or. Une bijouterie que le FBI surveillait de très près, comme l'explique l'agent Bud Hall. Nous avions planqué un micro dans le plafond de l'arrière-boutique. À l'étage, Tony avait tout un attirail, détecteur de micro, décrypteur de téléphone, jumelles de marin pour s'assurer qu'on ne l'épiait pas à 1 kilomètre de là. Tony était un monstre d'organisation. Il se réveillait chaque matin en sachant exactement ce qu'il allait faire. Il passait une dizaine de coups de fil de son magasin. Il préparait toutes sortes de combines en même temps. Il avait plusieurs équipes, des centaines d'hommes, des milliers de projets en cours. Même si tous n'aboutissaient pas, il travaillait malgré tout 16 à 18 heures par jour pour réaliser ses plans. Tony était le truand le plus intelligent et le plus efficace que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Pour moi, c'était un génie. Son problème, c'est qu'il était entouré d'incapables. On l'entendait se plaindre sans cesse. Il passait son temps à pester contre l'incompétence de ses hommes, à se lamenter d'être obligé de tout faire lui-même. Une surveillance de tous les instants, dont Frank Culotta se souvient. J'ai l'impression que Tony prenait son pied à se mesurer au FBI. Mais il n'était pas stupide. Quand il avait un truc important à dire, on allait dans un parking où on s'arrêtait sur le bord de la route en plein désert. Il parlait peu, mais quand il parlait, il mettait sa main devant sa bouche. Au cas où les fédéraux utiliseraient des spécialistes équipés de longue vue capables de le lire sur les lèvres. Deux ans que Frank Rosenthal avait épousé Jerry et son mariage ressemblait déjà à un pari perdu. Je savais que les choses n'allaient pas à la maison, mais j'ai mis du temps avant de me rendre compte de la gravité de la situation. Jerry n'était pas facile à comprendre. Un jour, elle se levait de bonne humeur, le lendemain, on ne pouvait pas l'approcher. On ne pouvait pas dire un mot, elle prenait tout de travers. Elle n'aimait pas que je lui fasse des remarques sur sa façon de boire. Elle n'aimait pas non plus que je la gronde quand elle laissait Steven, qui avait 7 ans, frapper sa sœur Stéphanie, qui n'en avait que 3. Jerry adorait Steven. Elle le gâtait trop. C'était son chéri, son don du ciel. Elle le préférait de loin à sa fille. Jerry voulait pas tout perdre. Déclare Barbara, la sœur de Jerry. Mais le gaucher était décidé à la reprendre que si elle lui faisait un autre enfant. Et si elle arrêtait l'alcool et les médicaments. Je sais pertinemment que Jerry ne voulait pas d'autre enfant. Mais c'était son seul moyen de ne pas se retrouver à la rue. Elle me disait souvent que Frank était très influent, qu'il avait les juges dans sa poche, qu'elle n'avait pas une seule chance de gagner. Elle a donc cédé et ils ont eu Stéphanie en 1973. Mais cela n'a pas résolu les problèmes. En fait, les choses ont empiré. Parce que Jerry en a voulu à Frank de l'avoir forcé à attendre un autre enfant. Jerry n'en faisait qu'à sa tête. Elle avait toujours vécu comme ça et elle n'avait pas l'intention de changer. Avec le recul, je crois que la seule raison pour laquelle elle était restée si longtemps avec Lenny Marmor, et n'oubliez pas que ce type ne lui a jamais fêté son anniversaire, c'est parce qu'il ne l'empêchait pas de faire ce qui lui plaisait. C'était comme ça qu'il la tenait. Il se foutait pas mal de ce qu'elle faisait, du moment qu'elle lui rapportait du fric. Et je crois que Jerry préférait ça à un type comme moi, qui lui faisait la morale pour un oui ou pour un non. Quand j'ai épousé Jerry, on m'avait mis en garde, mais je n'écoutais personne. Je me disais, je suis Frank Rosenthal, je peux la changer. Dans les années 70, Frank Rosenthal dirigeait ainsi secrètement plusieurs casinos pour le compte de la mafia, et se faisait dans les 250 000 $ par an. Il dirigeait bien sûr le Stardust, mais aussi le Fremont, le Marina et l'Hacienda, que des casinos contrôlés par l'outfit de Chicago à l'époque. Les chefs mafieux de Chicago, mais aussi de Milwaukee, de Cleveland et de Kansas City, comptaient alors sur lui pour s'assurer d'avoir leur part du gâteau. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait des montagnes de blé. L'argent était détourné des salles de comptage des casinos avant d'être comptabilisé fiscalement. Puis un coursier de Chicago les livrait aux parrains du Midwest qui s'en mettait plein les poches. À la fin, tout le monde était content.
Au Stardust, Frank Rosenthal apportera alors certaines innovations, comme le fait d'avoir intégré les paris sportifs dans un casino, faisant du Stardust l'un des plus grands centres de paris sportifs au monde. Ou encore d'avoir été le premier à embaucher des croupières de blackjack, une nouveauté qui fera doubler les revenus du casino en 1 an. Malgré son titre officiel, Frank Rosenthal était le responsable des jeux le plus important de Vegas. Le souci, c'est qu'en 1976, le FBI et la police de la ville ont découvert que le gaucher gérait secrètement 4 grands casinos sans licence de jeu. Ce qui était plutôt problématique. Une accusation sur laquelle Frank a dû s'expliquer lors d'une audience organisée pour déterminer s'il était légalement en mesure d'obtenir une licence. Manque de bol pour le gaucher, le comité de surveillance la lui a refusé, et ce à cause de son casier judiciaire et de sa réputation d'associé du crime organisé. En particulier de ses liens avec Tony Spilotro, son ami d'enfance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Frank n'a pas apprécié. Il s'en est même pris à Harry Reid, le président de la commission de contrôle des jeux du Nevada. Le refus de la commission d'accorder une licence devait ainsi mettre un terme à la carrière du gaucher au Stardust. Mais c'était mal le connaître, puisqu'il a continué à exercer son influence à Vegas. Et de quelle manière ? Le refus de licence du gaucher ne l'a toutefois pas empêché de continuer à diriger les casinos en sous-main. Il était devenu directeur de la restauration et des divertissements et animait son propre talk show télévisé de fin de soirée depuis le Stardust, le Frank Rosenthal Show. Une émission dans laquelle le gaucher a invité de grandes célébrités, telles que Frank Sinatra ou O.J. Simpson. Frank était devenu une vedette et ça énervait Tony Spilotro, qui voyait son ami d'enfance prendre de plus en plus d'ampleur et d'influence. On se battait pour me refiler une bonne table, et je crois que Tony était jaloux de me voir circuler plus librement que lui. Une jalousie également ressentie par Frank Culotta. Tony en voulait au gaucher parce qu'il se considérait comme le véritable patron à Las Vegas, et que le gaucher se conduisait comme si c'était lui le chef. Un soir, j'étais assis à côté de Tony dans un nightclub quand le gaucher est entré. Ce soir-là, le gaucher débarque avec l'équipe de télé et toute la bande. Dans la boîte, tout le monde se précipite pour lui serrer la pince. Tony voit ça, il tire la tronche. D'autant que le gaucher ne jette même pas un regard vers nous en signe de respect. C'est comme s'il disait « C'est moi le caïd, et je vous emmerde ». Je dis pas que c'est ce que le gaucher pensait, mais c'est comme ça que Tony le prenait. Un soir, il m'a dit « Regarde ce con, il dit même pas bonjour ». Je lui ai fait remarquer comment il pourrait nous saluer puisqu'il n'est même pas censé se trouver là où tu es. Tony m'a dit qu'il savait ça, mais qu'il y avait des manières de saluer et des manières de ne pas saluer. Tony commençait à trouver que le gaucher devenait vraiment incontrôlable, que son émission télévisée lui montait à la tête. Il était déjà pas mal mégalo avant, mais là, c'était le bouquet. Chaque fois que le nom de Tony apparaissait dans les journaux, le mien suivait immanquablement. Je leur avais pourtant dit je ne sais combien de fois que quels que soient mes liens personnels avec Spilotro, je ne faisais pas d'affaires avec lui. Mais les médias adoraient nous associer l'un à l'autre. En fait, je suis sûr que je n'aurais pas eu de problème à avoir ma licence si on n'avait pas cru que Tony et moi étions de mèche. En réalité, et je le tiens de source sûre, Tony ne pesait pas plus qu'une plume dans l'organisation. Évidemment, l'opinion publique voyait les choses autrement. Tout le Nevada, et jusqu'à ma propre épouse, nom d'un chien, croyait que Tony était le patron de Vegas. Mais la vérité était tout autre. Le drame, c'est que Tony s'est mis à croire aux rumeurs. Il avait des exigences excessives. Il voulait le feu vert pour dessouder tout le monde. Le nombre de gens à descendre pour lequel il me demandait mon accord, c'était dément. Un jour, je l'ai rencontré, quelque part dans le désert. Il avait un plan. Il voulait s'emparer du Midwest et il a commencé à m'énumérer les types qu'il fallait descendre. Écoute Tony, supposons que tu réussisses. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer à Kansas City, à Milwaukee, à Détroit et à New York ? Il saute sur l'occasion et me dit que je ne parle que de villes à l'est du Mississippi. Ça ne les concerne pas. Parlons plutôt du Midwest. Il me fait un cours de géographie. Les familles de l'est du Mississippi n'ont rien à voir avec celles du Midwest et de l'ouest, c'est vrai. Mais assassiner plusieurs chefs de famille risque de changer le panorama. D'accord, mais tu crois pas que les autres bandes ne vont pas se dire qu'une famille de Chicago complètement cinglée s'est emparée du Midwest sans la permission ? Tu seras considéré comme un danger mondial. Et si tu élimines les gros pontes de Chicago, tu ne penses tout de même pas que leurs sous-fifres vont s'aplatir pour autant ? Mais Tony rêvait. Il s'imaginait en pape de la pègre, et moi son Lansky. Voilà le genre de discours qu'il me tenait dans le désert. Il voulait que j'approuve son plan, mais je lui ai dit que c'était impossible.
Il s'est foutu en rogne. Chaque fois que j'ai une idée et que j'ai besoin de ton aide, tu me la censures. Ça se peut, mais dans ce cas, ne me demande pas mon aide. Je voyais bien qu'il commençait à me détester. Là, dans le désert, débitant ses idées de grandeur. Il avait cessé de me considérer comme un ami. Je l'avais trop souvent refroidi. Lorsque leur mariage a commencé à battre de l'aile, Franck s'est mis à la battre. Elle arrivait chez moi avec un œil au beurre noir, le visage tuméfié, des bleus sur tout le corps. Un soir, elle était tellement amochée qu'on a pris des photos. Le gaucher lui rendait la vie impossible. Témoigne Mike Simon, un agent du FBI à la retraite. Il la trompait tout le temps et il se fichait bien qu'elle l'apprenne. Et il a commencé à la surveiller comme le lait sur le feu. Mais il avait beau la maltraiter, elle ne voulait pas le quitter à cause des cadeaux. Jerry était une ancienne michetonneuse. Il l'avait achetée quand il l'avait épousée, et elle lui appartenait toujours. Jerry était un calvaire. Elle picolait beaucoup. Elle s'enfilait de la coke, des speeds, des Barbies, tout un tas de saloperies. Elle a causé des embarras au gaucher au moment où il avait des emmerdes avec la commission des jeux. Personne n'aimait le gaucher. C'était un sale égoïste et il saluait plus personne quand il débarquait quelque part. Il était arrogant. Il payait ses devoirs à Chicago, mais il se comportait comme s'il avait plus besoin de respecter Tony. Avec le recul, je m'aperçois que nous avons eu 3 ou 4 mois de mariage paisible, pas plus. J'ai été fou, naïf. Je voulais vraiment fonder un foyer. Je ne me rendais pas compte que je la contrôlerais jamais. Je me souviens que j'étais en train de regarder un match de foot. Elle savait que j'étais préoccupé. Elle m'a dit qu'elle allait chez sa sœur, qu'elle déposait Steven chez des voisins et qu'elle emmenait notre fille Stéphanie avec elle. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me rapporte un hamburger à son retour. Elle savait que j'aimais les McDo. J'ai répondu que c'était pas une mauvaise idée et elle m'a donné le numéro de téléphone de Barbara. Je ne l'avais pas, qu'est-ce que j'en aurais fait? Elle a laissé le numéro près du téléphone et elle est partie. À la mi-temps, j'ai décidé d'appeler chez sa sœur. J'avais l'intention de demander à Jerry de bien me rapporter un McDo. Là, Barbara m'apprend que Jerry est parti au McDonald's chercher à manger pour Stéphanie. Je lui demande alors de dire à Jerry de m'appeler à son retour. Je reviens à la partie, mais après une demi-heure, j'ai toujours pas eu de nouvelles de Jerry. Je rappelle Barbara et je lui demande si Jerry est rentré. Elle me dit que non. Je commence à m'énerver. Jerry était censé rapporter un McDo pour Stéphanie et elle ne l'avait pas fait. Elle se foutait donc que sa fille crève de faim? Je dis à Barbara de lui demander de rappeler sans faute quand elle rentrera. Un quart d'heure passe, pas de Jerry. Ce jour-là, elle avait pris ma voiture, qui est plus spacieuse que la sienne, et surtout qui possédait le téléphone. Je compose le numéro, juste au cas où. Une voix d'homme répond. Mais je connais cette voix, je la connais depuis toujours. C'est celle de Tony. J'aurais reconnu sa voix entre mille. Je raccroche aussitôt. Halte là, dans quel merdier je suis tombé. Évidemment, impossible de regarder la fin du match. Je vois arriver les ennuis gros comme une maison. Il doit être 7 ou 8 heures du soir et toujours pas de Jerry. Je reçois enfin un coup de fil de sa manucure. Franck, Jerry est dans tous ses états. Elle est tombée en panne d'essence, elle a dû se faire remorquer et elle a peur que vous lui fassiez une scène. Je garde mon calme. C'est bon, je lui fais, passez-la moi. Jerry prend l'appareil, pleure qu'elle m'aime, qu'elle est désolée. Elle a pas l'air bien et je crois pas qu'elle sache que c'est moi qui ai appelé Tony. Et je lui en parle pas pour l'instant. Je devais faire un saut à Los Angeles le lendemain. Je lui demande si elle veut m'accompagner, en profiter pour faire des courses. Elle se sent pas d'attaque, et en plus, elle veut aller chez sa manucure. À mon retour, en fin d'après-midi, je la trouve à la maison, et je remarque tout de suite ses ongles. Dis donc, tu t'es pas fait manucurer? Non, j'en avais pas envie. Il pleuvait. Qu'est-ce que t'as fait? Oh rien, j'ai déjeuné avec ma sœur. Très bien. Mais j'étais sûr à 90% qu'elle me bourrait le mou. Où avez-vous mangé? Au Country Club. Qu'est-ce que tu as pris? Elle me répond qu'elle a pris une salade ou un truc comme ça. Et Barbara? Elle me dit ce que sa sœur a mangé. Très bien, je l'appelle, on va vérifier. D'accord, je n'ai pas mangé avec Barbara. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Rien, je suis sortie avec d'anciens copains. Comme je sais que tu ne les aimes pas, je n'ai pas voulu te le dire. Voilà, tu es content? Écoute, Jerry, il vaut mieux que je te parle franchement. J'ai le sentiment que tu as vu quelqu'un. Je le sais. On le sait, tous les deux. J'espère seulement que c'est pas celui à qui je pense. Elle me dévisage avec un petit sourire narquois.
Jerry, c'est pas un jeu, merde. J'en ai marre de tes conneries. Ou tu fais les choses à ma façon, ou tu te casses. Si tu continues à déconner, c'est la fin de notre mariage. Elle était défoncée au barbiturique. Elle me dit que c'était Tony. Elle me le balance comme ça, comme si ça ne tirait pas à conséquence. Elle me raconte qu'ils étaient à moitié refaits quand tout a commencé. Je prends un putain de coup derrière la nuque. Tout à coup, elle se rappelle. Oh, à propos, il va te téléphoner à 6h. Là, j'aurais voulu mourir. Va falloir que je lui parle comme si j'étais au courant de rien. J'essaie d'expliquer à Jerry qu'on est tous les deux en danger. Je lui dis de ne pas dire à Tony qu'elle m'a tout avoué. Si Tony se doute que je sais, il risque de croire que ça va faire du foin à Chicago. Et on se fera descendre, elle et moi. Je le connaissais trop bien. Elle m'a expliqué ensuite comment les choses s'étaient passées. Cela faisait entre 6 mois et 1 an qu'ils se voyaient. Je me suis souvenu de l'époque où j'ai commencé à sortir avec Jerry. Tony était le premier à qui je l'avais présenté. Jerry portait une mini-jupe ultra chic. Tony m'avait dit « Ben Dieu! Où est-ce que tu l'as trouvé? » J'avais un choix à faire. Je pouvais aller à Chicago et prendre position contre Tony. Mais j'essayais d'éviter la guerre. Je savais qu'il n'y aurait aucun gagnant. Je le dis à Jerry. Elle m'assure qu'elle comprend, que c'est terminé et qu'elle va rompre. Mais, je l'ai découvert par la suite, ils ont continué à se voir en cachette. Dans des motels, dans son appartement en face du club, n'importe où. En plus, Tony me demandait sans arrêt. Y a quelque chose qui va pas? T'es sûr que tout va bien? Il cherchait à savoir. Je le connais. Fin 1979 et début 1980, nous étions tout le temps sur Spilotro, déclare Emmett Michaels, un agent du FBI à la retraite. Nous étions alors en planque dans un van, à 1 ou 2 blocs, et on l'observait avec une paire de jumelles. Je ne l'oublierai jamais. La porte de la caravane s'est ouverte, Tony en est sorti, et juste derrière lui, je vous le donne en mille, Jerry Rosenthal. Cela faisait plus d'1 heure qu'ils étaient là-dedans. Nous n'arrivions pas à y croire. Nous n'arrêtions pas de nous passer les jumelles, juste pour être sûrs. Oh, c'était bien elle. Elle faisait près de 30 cm de plus que lui. Impossible de se tromper. Nous savions que ça s'ébruiterait, ce n'était qu'une question de temps. Tony avec la femme du gaucher, qui peut garder un secret pareil? Spilotro essayait peut-être d'être discret, mais pas elle. C'était un secret de polichinelle. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, toute la ville était au courant. Elle commença à dire à ses amis que son nouveau sponsor était Tony Spilotro. Elle cherchait même pas à se cacher. Spilotro se vantait ouvertement de sa liaison avec Jerry, relate Ken Clifford, le chef des renseignements généraux de Las Vegas. C'était sa façon d'étaler sa puissance. Il aurait pu avoir des dizaines de filles plus jeunes et plus jolies que Jerry Rosenthal, mais le pouvoir est un aphrodisiaque. Spilotro était mégalomaniaque. Je suis sûr qu'il se disait « Regardez avec qui je sors, et personne n'y pourra rien changer. C'est ma gonzesse, ma nana. » Pour lui, c'était vraiment la pire des choses à faire. Quand je suis allé à Chicago, ils avaient entendu parler de quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ce bordel ?» m'a demandé Joey Lombardo. « Qu'est-ce qui lui arrive? Il baise la femme du garçon ?» J'ai menti. J'ai joué au con. J'ai dit que je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que je pouvais raconter? Que Tony tronchait la femme du gaucher et que le FBI et les fédéraux étaient après tout le monde? Vaut mieux pas, qui me disait. Mais je voyais bien que ça les perturbait. Là-dessus, Joe Ferriola se pointe et me dit: Qu'est-ce qui lui arrive? Le petit ne baisse pas sa femme tout de même, parce que sinon ça ferait des soucis. J'ai encore menti. Je lui ai dit non, il se passera rien. Le soir, je suis allé au Rocky's Lounge, la boîte de Jackie Cerrone. J'étais au bar avec Larry Neumann et Wayne Mateki. Et là, il y a Cerrone qui m'alpague. Y a un problème avec le juif et sa grosse? Merde, c'est dans toute la ville. Quelqu'un a forcément bavé. Et le seul que je connaisse qui aurait été raconté ça, c'est le gaucher. Je lui explique que le gaucher et sa nana s'engueulent tout le temps, mais c'est tout. Alors, il me regarde et il me demande subitement: Est-ce que le petit baise sa grosse? Je lui dis que non. Qu'est-ce que je pouvais dire? Jackie Cerrone était un caïd et il détestait Tony autant que le gaucher. Encore heureux. On n'aimerait pas que ça déconne avec nos amis. En rentrant à Las Vegas, j'ai raconté ça à Tony. Ça l'a foutu en rogne.
Ce fumier de mes deux, il est allé pleurnicher là-bas. Ce con veut la guerre. Il va falloir que je prenne une décision. Je venais juste de dîner, et je suis monté dans ma voiture. Je me rappelle pas si j'ai eu le temps de mettre le contact, mais j'ai tout de suite vu des flammes. Elles sortaient du dégivreur. Je me souviens alors de m'être demandé pourquoi ma voiture prend-elle feu. Et les flammes ont commencé à grandir. Les flammes jaillissaient entre le siège et la portière. Là, j'ai compris que si je ne sortais pas tout de suite, je ne reverrais plus jamais mes enfants. Cette fois, j'ai donné un coup d'épaule tout en attrapant la poignée avec la main droite. J'ai roulé au sol. J'étais encerclé par les flammes. Mes vêtements prenaient feu. 2 hommes m'ont aidé à me relever et m'ont tiré à une dizaine de mètres de la voiture. J'ai cru ensuite qu'une bombe atomique venait d'exploser. Ma voiture a fait un bond d'1 mètre et des flammes ont crevé le toit, haute d'1 étage. C'est à ce moment-là que j'ai compris. C'était pas un accident. On avait foutu une bombe dans ma voiture. Il y avait 9 chances sur 10 pour qu'il y reste. Raconte John Rice, agent de police de Vegas. Heureusement pour le gaucher, le fabricant avait installé une plaque d'acier sous le siège du conducteur pour ajouter de la stabilité à la Cadillac. C'est la plaque d'acier qui lui a sauvé la vie. Au lieu d'exploser vers l'avant de la voiture, la déflagration a été déviée vers l'arrière. Pas de doute, ce type est verni. Frank Rosenthal s'en était sorti indemne, avec seulement quelques brûlures et quelques égratignures. La tentative d'assassinat avait alors fait grand bruit dans les journaux, qui spéculaient déjà sur l'identité du responsable. Lorsqu'on lui a demandé qui avait essayé de le tuer, le gaucher a refusé de dire quoi que ce soit. Pour beaucoup, Tony Spilotro était la personne à l'origine de cet attentat. Sa liaison avec Jerry et sa relation conflictuelle avec Rosenthal en disaient long. Cependant, le chef de la mafia de Milwaukee, Frank Balistrieri, était aussi en ligne de mire. Celui que l'on surnommait le bombeur fou à l'époque, notamment à cause de sa manie d'éliminer ses adversaires à coups d'explosifs, avait en effet reproché à Rosenthal les problèmes juridiques que commençaient à connaître les casinos contrôlés par la mafia. Mais bon, à la fin, personne ne sera jamais inculpé dans cette affaire. 1 an plus tôt, Frank Rosenthal et Jerry McGee avaient mis fin à leur mariage par un divorce. Après avoir quitté Frank et volé une partie de ses économies, Jerry était alors partie à Los Angeles, où elle traînait avec une bande de motards. À ce moment-là, Jerry n'était plus l'ombre que d'elle-même. Toujours aussi dépendante à l'alcool et aux drogues, elle ne s'en sortira jamais et atteindra sa limite. Le 6 novembre 1982, à 4h35 du matin, soit 1 mois après l'explosion de la voiture du gaucher, son corps est retrouvé sans vie. Jerry était morte d'une apparente overdose dans un motel de Los Angeles à l'âge de 46 ans. Les gens avec qui elle vivait l'ont tuée. Ils savaient qu'elle était riche. Je lui versais une pension alimentaire de $5000 par mois et elle avait toujours les bijoux. Mais quand la police a fouillé son appartement, tout avait disparu. Au début, ils ont cru que Jerry avait été assassiné parce qu'elle en savait trop sur l'organisation. Mais c'est des conneries. Ce qui a dû se passer, c'est qu'un de ces camés de motards s'est foutu dans la tronche qu'elle hériterait une fortune de l'assurance si elle devenait subitement veuve. Ils ont donc posé une bombe dans la voiture du gaucher. Et quand ils ont vu qu'ils l'avaient loupée, ils ont eu peur que Jerry ne les balance vu qu'elle avait peut-être pigé le manège. C'est pour ça qu'ils l'ont tuée, 4 semaines après l'explosion de la voiture du gaucher. Parlez d'une coïncidence. Vous pouvez me dire ce qu'elle foutait dans ce coin pourri d'Hollywood à 4h du matin ? Elle n'y était pas. Elle était dans une voiture avec ses assassins, ses copains, les types qui ont essayé d'exploser le gaucher et qui la gavaient de cachetons et d'alcool. Ils n'avaient plus qu'à arrêter la bagnole, à flanquer Jerry sur le trottoir et à s'esquiver. La fin semblait décidément proche pour tout le monde. Comme Frank Culotta et la majeure partie du gang des Passe-Murailles, arrêtés, eux, après un cambriolage raté. Maintenant, Tony sait que je risque une peine maximum. Je suis récidiviste. Je peux prendre 30 ans. Tony pense forcément que j'ai envie de passer un marché avec le procureur. Tony est loin d'être con. Je penserais la même chose si j'étais à sa place. Un gars du FBI est alors venu me voir. C'était environ 8 mois après mon arrestation. Il m'a dit « On nous a prévenu que ton ami Spilotro avait mis un contrat sur toi.
Le FBI avait remis à Frank Culotta une écoute téléphonique dans laquelle on entendait Tony parlant à quelqu'un de devoir nettoyer son linge sale. Ce que Culotta interprétait comme une insinuation de contrat sur sa vie. Quand on demande la permission de tuer quelqu'un dans la mafia, c'est pas « Hey, je peux descendre Frank Culotta ?» Non, ça ressemble davantage à un truc comme ça. « J'ai besoin de laver mon linge sale. Le type ne l'a pas lavé comme il aurait dû. D'où le problème dont je te cause. » Quelque temps plus tard, Frank Culotta se retrouvait ainsi dans une planque, gardée par une demi-douzaine d'agents du FBI. Et en juillet 1982, il conclut un accord avec les procureurs pour bénéficier du programme fédéral de protection des témoins. Mais, outre le gang des Passe-Murailles, ce sont également les principaux chefs mafieux qui ont été accusés et impliqués de fraude dans des casinos de Las Vegas, dont le Stardust. La plupart ont alors plaidé coupables et ont été condamnés à de lourdes peines. Ce qui, pour les vieux parrains, signifiait finir leur jour derrière les barreaux. Suite à la collaboration de Culotta avec les autorités, Tony Spilotro est quant à lui inculpé à Vegas pour meurtre et racket. Frank Culotta racontera tout au procès qui s'est tenu en octobre 1983. Mais Tony réussira quand même à être acquitté grâce à son avocat. La cote de Tony auprès de la pègre de Chicago avait cependant considérablement chuté depuis plusieurs années. Il était devenu, disons, gênant. Le 14 juin 1986, Tony et son frère Michael quittent alors le domicile de ce dernier situé à Oak Park, une ville située en banlieue ouest de Chicago. Michael prévient sa femme. « Si on n'est pas rentré à 9h, c'est qu'on est dans la merde. » 2 jours plus tard, aucun signe de vie des 2 frères. Ce qui s'est passé, c'est que les frères Spilotro ont été convoqués à une soi-disant réunion pour introniser Michael dans l'organisation. Une invitation qui n'était en fait qu'un guet-apens pour leur faire la peau. Arrivé là-bas, Tony, qui réalise ce qui est en train de se passer, demande s'il peut faire une dernière prière. Et puis après, c'est la fin pour les 2. Tony et Michael sont battus à mort, déshabillés, puis jetés dans une fosse, située dans un champ de maïs, dans l'Indiana. Les tueurs devaient avoir de lourds contentieux avec les Spilotro. D'habitude, c'est une balle dans la nuque, parfois 2, 3 à la rigueur. C'est rapide et le type ne souffre pas. Mais ces mecs-là ont été battus à mort, torturés. Frank Rosenthal, bien qu'impliqué dans l'outfit de Chicago, a lui échappé aux ennuyés à la mort. Survivant d'un attentat à la bombe, il n'avait d'ailleurs même pas été mis en accusation dans le procès qui avait mis en avant l'influence de la mafia à Vegas. Le gaucher avait quitté la table en paix. Il n'en restera pas moins banni des casinos de Las Vegas en raison de ses liens présumés avec le crime organisé. Et en 1983, il s'installera en Californie pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Après son passage, celui de Spilotro et de la mafia, Las Vegas n'était ainsi plus la même. L'époque avait changé, la ville aussi. Certains des casinos qui faisaient autrefois la fortune de la mafia avaient été démolis, remplacés par d'autres. Bref, la fin d'une ère. L'âge d'or de Vegas pour la pègre appartenait au passé. Les mafiosi ne retrouveraient plus jamais une occasion pareille, ça c'est sûr. Un pari impossible à perdre, et pourtant ils ont quand même réussi à tout foutre en l'air. Ça aurait pu être tellement chouette. Tout était en place. On nous avait offert le paradis sur Terre. Et on a tout bousillé. Regardez dès maintenant la version vidéo de ce podcast en vous rendant sur la chaîne YouTube Profession Gangster.